Merci beaucoup, cher maître, chers collègues, chers amis. Je vais me permettre de vous résumer en 10 minutes, comme on vient de le dire, l'essentiel de l'hypertension artérielle sur les guidelines de l'ESC de juin, qui ont été présentés en juin à Milan. J'attends mes diapositives. Donc ces guidelines viennent, je dirais, c'est pratiquement le 20e anniversaire. Ils ont été faits au 20e anniversaire. Ils ont été dirigés par le professeur Moncia. C'est lui qui a initié en 2003 les premiers guidelines de la Société européenne d'hypertension artérielle. Et donc pour lui, c'était comme un anniversaire. Et d'ailleurs, les nouveaux guidelines qui vont être présentés par l'ESC 2024, un autre comité va les réaliser. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a une petite scission entre les deux sociétés. On verra à l'ESC 2024 ce qu'il en est. Ces guidelines ne sont pas encore publiés. Ils ont été présentés en juin, mais pas encore publiés. On a bien sûr quelques particularités. Je vais vous parler de petites particularités qui ont changé, mais en réalité, la plupart des rubriques sont restées les mêmes. Je vais vous parler de toutes petites particularités. La première, à mon sens, dans la définition même de l'hypertension artérielle, c'est resté les mêmes, c'est-à-dire que la tension artérielle grade 1, c'est 140/90, supérieur ou égal, et où il y a eu l'introduction, comme on le sait, il y a l'hypertension artérielle systolique isolée du sujet âgé, il y a eu l'introduction de l'hypertension artérielle diastolique isolée. Donc ça, c'est première particularité. Je pense que c'est fait peut-être exprès pour nous montrer qu'il faut faire des études sur ce type de patient sur lequel la thérapeutique peut changer par rapport aux autres situations. Ces guidelines aussi insistent sur l'importance de prendre en considération l'atteinte des organes liés à l'hypertension artérielle. On ne parle pas de chiffres d'hypertension artérielle, mais on parle de patients hypertendus, et c'est ce qui a été confirmé. D'ailleurs, depuis 2013, 2018 et maintenant 2023, on parle beaucoup plus de patients hypertendus, et on a bien sûr ce tableau qui va nous permettre de classer notre patient et nos patients dans des cases bien précises, afin de bien les gérer ultérieurement et adapter la stratégie en fonction de leur situation. Une chose peut-être que je pourrais remarquer, c'est qu'ils ont tenu compte dans les guidelines de la Société européenne d'hypertension artérielle des guidelines de l'ESC de 2021 sur la prévention cardiovasculaire, où ils ont tenu compte de l'évaluation score 2 et score 2 OP pour les sujets très âgés. Et là, on parle plutôt de non-HDL cholestérol, et je vous porte aux guidelines de l'ESC de prévention. Donc, deuxième notification, je dirais, un petit peu de différence avec ceux de 2018. Je reviens sur les bases des guidelines, c'est la mesure de la pression artérielle. On est tous des médecins et on est amenés à prendre en charge ces patients. Le diagnostic, on est facile quelquefois, mais il faut, je dirais, un cadre bien précis pour effectuer cette mesure. Et tout repose sur cette mesure. C'est le premier élément qui apparaît et qui va nous permettre de prendre en charge nos patients. Alors, deux petites choses toutes simples. C'est que d'habitude, on nous dit qu'il faut se référer au site des sociétés savantes pour voir si votre appareil de mesure automatique ou votre appareil de mesure est validé ou non. Là, on a un site spécifique. C'est le site en bleu là que vous voyez. Et qui va vous dire n'importe quel appareil que vous avez sur le marché, vous cliquez dessus, vous vous retrouvez dans la case qu'il faut, et s'il est valable ou s'il n'est pas valable. Donc ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est très important, au moins pour homogénéiser un peu l'histoire de la prise de la pression artérielle. Et bien sûr, les caractéristiques de cette prise sont connues. On a vu apparaître les 5 ou 6, voire les 10 dernières années, des appareils très particuliers, vu l'évolution de la technologie, des appareils qui n'ont pas de brassard. Est-ce qu'ils sont validés ou non? Ce qui est sûr, pour le moment, jusqu'à ce jour, ils ne sont pas validés, donc ils sont en grade 3. Ça, c'est la deuxième chose pour la mesure de la pression artérielle. Donc le site, premièrement, pour valider vos appareils, et deuxièmement, il ne faut pas utiliser les appareils qui n'ont pas de brassard. Et là, on vous fait un rappel, et c'est très bien, et c'est un très beau schéma où on vous dit quelles sont les conditions de mesure, la posture même du patient et les conditions. Il ne faut pas qu'il ait fumé, il faut qu'il ait pris ses traitements, il ne faut pas qu'il regarde la télévision, il ne faut pas qu'il ait sa famille tout autour de lui. Donc des conditions un peu particulières que vous pouvez bien sûr regarder dans le détail.
Deuxième rubrique, après la mesure de la pression artérielle, c'est l'évaluation clinique du patient hypertendu. Alors, l'idée dans cette évaluation, je ne vais pas vous reprendre tout ce qui est reprise de l'histoire personnelle des patients, leurs facteurs de risque et tout ça. L'idée, elle est toute simple. Vous êtes des cardiologues, je pense qu'il y a aussi d'autres spécialités parmi nous, et c'est, je dirais, la problématique de tout médecin spécialiste qui est vu en deuxième, voire en troisième, quatrième position, c'est de rechercher s'il existe des signes qui nous orientent vers l'hypertension artérielle secondaire. Et là, bien sûr, vous avez des arguments pour regarder. Là, vous avez tout un tableau où vous pouvez, bien sûr, voir un peu ce qu'il en est avec, bien sûr, un sujet, par exemple, tout jeune, moins de 40 ans, déjà une HTA qui est déjà assez sévère. Vous vous posez la question, une urgence hypertensive, une résistance de l'hypertension artérielle à 3 ou 4 médicaments. Donc tout ça doit vous orienter pour rechercher une étiologie secondaire. Et là, on vous donne une overview, je dirais, des situations en fonction de l'âge. À chaque âge, on recherche une hypertension secondaire, Cushing syndrome, hyperaldostéronisme primaire, phéochromocytome, en fonction des différents âges. Et là, vous avez des schémas typiques et clairs où on vous dit quels sont les arguments et quelles sont les explorations qu'il faut faire pour chaque étiologie secondaire. Exemple tout simple, l'athérosclérose des artères rénales, donc la sténose des artères rénales. Là, bien sûr, vous avez une HTA qui est résistante, très probablement, vous êtes devant ce tableau, et vos patients qui peuvent être même jeunes et qui font des OAP flash. Donc là, il faut se poser la question, est-ce qu'il s'agit d'une hypertension artérielle rénovasculaire? Cette HTA aussi peut survenir dans l'évolution, dans le temps. On peut avoir quelqu'un qui est hypertendu essentiel, entre guillemets, et que dans le temps, du fait des facteurs de risque, l'athérosclérose, il peut développer une sténose des artères rénales, donc HTA essentielle plus HTA secondaire, sténose de l'artère rénale. L'hyperaldostéronisme primaire, donc une prévalence un peu plus élevée, 6 à 20% des HTA secondaires. Diagnostic très facile pour nous en cardiologie, grâce au bilan biologique, bien sûr. Il faudra faire après les blocs méthanéphrine urinaire et faire un scanner, surtout pas une IRM, mais surtout un scanner pour mieux voir les choses. Les phéochromocytomes, la triade habituelle est restée la même, mais là, vous voyez très bien que l'apport de ces guidelines, c'est surtout de faciliter les choses. On vous donne d'un côté la prévalence, de l'autre côté, on vous donne les solutions qu'il faut avoir et les situations cliniques et comment faire le diagnostic. Je passe rapidement pour le syndrome de Cushing. Donc, dans le diagnostic, généralement, on fait déjà cliniquement devant vous. Vous savez très bien que le patient qui est devant vous a un syndrome de Cushing. C'est très facile, mais il faudra bien sûr aborder les approches. Par exemple, quelqu'un qui est hypertendu, qui est diabétique et a un faciès cushingoïde. Donc, automatiquement, il faudra aller plus loin pour faire les diagnostics. J'en viens là, bien sûr, on a fait le diagnostic, on a recherché le fait que ce n'est pas une HTA secondaire, voir si c'est une HTA secondaire, on pourra agir, bien sûr, et traiter notre patient de façon effective. La stratégie de prise en charge. Alors, quand est-ce qu'on initie un traitement? À partir de quel moment? Ça pose quand même un problème. Vous savez très bien qu'à un certain moment, on disait, oui, les sujets très âgés, il ne faut pas les traiter. Et certains guidelines l'ont dit même, mais là maintenant on est très strict là-dessus, 140-90, tout le monde entre 18 et 79 ans, vous commencez à traiter, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour les supérieurs à 80 ans, on peut commencer dès 160, mais on peut aller jusqu'à 140-160, hein, ça peut se concevoir. Une autre chose qui, à mon sens, est très intéressante pour nous autres cardiologues, puisqu'on s'intéresse beaucoup et on traite beaucoup les patients qui ont une cardiopathie ischémique, qui ont une histoire de cardiopathie ischémique, c'est le fait de commencer le traitement à partir de 130-80, et ça on le retrouve dans le tableau bien sûr. Et on a ce tableau qui, à mon sens, est très intéressant, il est plus, je dirais, plus compact et plus intéressant pour nous, plus intéressant que celui de 2018. Alors, 2 ou 3 choses importantes là-dessus. Premièrement, les patients qui sont en grade 1 d'hypertension artérielle, ceux-là, quand ils ont moins de 150-95 de pression artérielle systolique, diastolique, ben, on peut commencer déjà seulement, je dirais, des règles hygiéno-diététiques. C'est quand même intéressant. Si ce n'est pas le cas, si on n'arrive pas à baisser la pression artérielle, à ce moment-là, il faudra initier un traitement. Et là, vous voyez très bien déjà qu'à partir de grade 1, si c'est le patient supérieur à 150-95, on commence déjà le traitement. C'est immediate drug treatment. Donc, on commence déjà le traitement, alors que d'habitude, non, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc ça, c'est quand même très important. Et aussi, ce qui est aussi recommandé aussi, c'est que d'utiliser tout ce qui est utilisation de device pour préciser la pression artérielle à tout moment de cette prise en charge. Et depuis 2018, on le sait, c'est plus 6 mois pour prendre en charge un patient hypertendu, c'est 3 mois. Il faut que dans les 3 mois, le
problème soit réglé, il ne faut pas attendre plus que ça. Les objectifs sont restés les mêmes, hein, comme ceux de 2018, je passe rapidement, 130-80 pour tout le monde, pratiquement jusqu'à 64 ans. Le reste, c'est 140-80. Pour les patients très âgés, on peut rester entre 140 et 150. Pour les patients coronariens, il faudra peut-être baisser un peu plus, aller jusqu'à 130. Donc ça, c'est quand même très important. Pour les patients chez qui la tolérance est bonne, on peut abaisser jusqu'à 130. Mais ce qui est sûr, on ne doit pas arriver à 120-70. 120-70, c'est en rouge, c'est grade 3. On ne devrait pas baisser la diastolique plus de 70 et la systolique plus de 120. Donc ça, c'est connu et nous autres cardiologues, on le sait très très bien pour la perfusion coronaire. Et tout ce qu'il faut est bien sûr arriver dans le domaine de la courbe J, donc il faut vraiment s'en méfier. Alors cette prise en charge, elle est très simple. Tout à fait simple. Donc vous avez les 3 médicaments qu'il faut, avec un arbre décisionnel qui est très clair. Monothérapie seulement pour les patients qui ont moins de 150-95, le reste c'est bithérapie. 60% des gens qui sont en bithérapie sont, je dirais, aux objectifs tensionnels. Trithérapie, c'est 90%. Après, on se retrouve avec une hypertension résistante. Et là, on a rajouté un terme particulier, c'est de dire vraie hypertension résistante. Parce que d'habitude, on se retrouve avec une apparente résistance entre 10 et 20%, et la réalité, c'est moins de 5%. Et là, la stratégie, elle est toute simple, elle sera fonction de la filtration glomérulaire. Et là, je vous rappelle une chose, c'est que ces guidelines ESH ont été faits aussi et co-signés par une société européenne de néphrologie. Donc, on voit là une touche très importante des néphrologues. Donc, si c'est supérieur ou égal à 30 millilitres pour la filtration glomérulaire, on peut rajouter la spironolactone. Et bien sûr, il y a les autres médicaments là qui prennent un peu le revers et qui prennent un peu le dessus et qui nous disent qu'il faut les donner aussi dans ces zones-là. Donc les messages, c'est des guidelines qui sont clairs, pragmatiques et surtout didactiques, destinés pour améliorer la prise en charge. On a moins de 40% de patients aux objectifs. Je dirais la place de la mesure ambulatoire est très très importante. Des cuffless, il ne faut pas les prendre, il ne faut pas les utiliser. L'HTA secondaire, son indication de recherche est devenue très 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 élargie compte tenu de sa prévalence. Il est recommandé d'introduire les traitements chez les patients coronariens qui ont moins 130, qui ont plus de 130-80. Ce qui est sûr pour la dénervation rénale et pour on peut la réaliser, d'habitude c'est dans les guidelines de l'ESC 2018, on ne peut pas la faire. Là, actuellement, à partir de 40 millilitres de filtration glomérulaire, on peut la faire dans des centres spécialisés après avoir fait, je dirais, un staff commun là-dessus. Je vous remercie, j'ai été assez succinct, mais...